Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Philippe Roussel, le vice-président de l'association d'aide aux personnes infertiles Les Cigognes de l'Espoir, dont le site internet est www.lescigognesdelespoir.com. Aujourd'hui, nous allons parler du don d'ovocytes sous une forme très libre, puisque ce sera une séance de questions-réponses avec un spécialiste du don d'ovocytes, le docteur Vladimiro Silva. Bonjour docteur. Bonjour Philippe, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et votre association. Le docteur Vladimiro Silva est le fondateur de la clinique de fertilité Ferticentro au Portugal, et également son directeur scientifique. Alors, comme c'est une séance de questions-réponses, vous pouvez tous commencer à envoyer les différentes questions que vous avez sur le don d'ovocytes, et le challenge, c'est pour le docteur Vladimiro de répondre à toutes vos questions. Mhm. Auparavant, il va vous rappeler très rapidement ce qu'est le don d'ovocytes pour les gens qui ne connaissent pas, et quelques mots peut-être sur son parcours et la clinique. Docteur, c'est à vous. Bon, merci Philippe, enchanté encore une fois. Je me présente, je m'appelle Vladimir Silva, j'ai été le directeur du laboratoire de Ferticentro pendant plus de 20 ans. Actuellement, je suis le directeur général et le directeur scientifique, c'est-à-dire que je ne suis plus au laboratoire tous les jours, mais je continue à parler avec les patients, à faire des conférences, de la recherche scientifique, etc. Et donc, c'est avec plaisir que je suis ici aujourd'hui pour parler un peu de ce qu'on fait. Euh, nous sommes, à notre clinique, nous avons une relation avec l'association des Cigognes de l'Espoir depuis peut-être 10 ans, je ne suis pas sûr, peut-être plus. Et, la raison derrière ça, c'est parce que nous avons vraiment beaucoup de monde, beaucoup de patients français et patients francophones qui cherchent des solutions à l'étranger pour faire ses traitements avec don de vessie. Ça arrive bien sûr, comme vous le savez, parce que la France a des listes d'attente très longues. Souvent, on entend parler de plus de 5 ans d'attente. Et d'attente. Et bien sûr, au Portugal, nous n'avons pas ce problème. Nous avons toujours des donneurs et donneuses disponibles. Et donc, c'est pour ça que nous recevons tellement de patients francophones. Qu'est-ce que le don d'ovocytes? Bon, en fait, normalement, quand les ovaires de la femme ne fonctionnent plus, soit parce que cette femme a fait euh, parce que cette femme est ménopausée, soit une ménopause naturelle, soit une ménopause précoce, soit parce que cette femme a fait un traitement comme la chimiothérapie, la radiothérapie, soit parce elle a une autre maladie qui oblige à faire certains types de médicaments, à prendre certains types de médicaments, soit parce que à cause du facteur âge, ces ovaires ne sont plus capables de produire des ovocytes viables. Donc, dans ce type de situation, la seule solution pour que les femmes tombent enceintes, c'est souvent le don d'ovocytes. Donc, dans ce type de cas, le traitement est fait avec les ovocytes d'une jeune femme qui est sélectionnée en fonction de ses caractéristiques physiques. Elle est sélectionnée aussi parce elle est soumise à des examens pour dépister des maladies infectieuses, des maladies génétiques, pour vérifier sa fertilité. Il faut que ce soit une personne avec une fertilité supérieure à la norme. Il faut que ce soit une personne qui fait une vie saine, qui n'a pas qui n'ait pas d'autres problèmes et qui puisse faire le traitement de don d'ovocytes en toute sécurité. Donc, la donneuse prend, je sais pas, j'imagine que une grande partie des personnes qui nous écoutent maintenant
ont déjà fait des traitements de FIV conventionnels, donc vous connaissez déjà la procédure. Il faut faire des injections sous-cutanées au ventre pendant 12 jours, c'est ce que les donneurs d'ovocytes font. Et finalement, après cette période, cette phase de stimulation ovarienne, quand nous avons un bon nombre d'ovocytes en développement aux ovaires, on va déclencher l'ovulation et ensuite on fait une ponction ovocytaire pour prélever des ovocytes. Les ovocytes des jeunes femmes sont fécondés au laboratoire avec le sperme de l'élément masculin du couple ou d'un donneur de sperme, parce que le double don est aussi autorisé au Portugal. Et donc, on va créer les embryons. Les embryons sont, sont placés dans dans un incubateur spécial. Nous utilisons des incubateurs avec des vidéocaméras incorporées, s'appelle l'embryoscope. Le développement des embryons est contrôlé par les technologies de video time-lapse. L'évolution des embryons est évaluée par des algorithmes d'intelligence artificielle. Et après 5-6 jours d'évolution au laboratoire, quand les embryons arrivent au stade blastocyste, on peut faire le transfert de ces embryons vers l'utérus. Ça peut être fait d'une façon synchronisée avec l'utérus de la réciveuse, soit avec, on peut aussi congeler les embryons et faire le transfert plus tard. C'est ce que nous appelons un cycle différé. Et comme ça, donc si nous congelons les embryons, on peut commencer la préparation de l'utérus de la réciveuse et ensuite, à partir du moment où la réciveuse est prête à recevoir les embryons, on peut faire le transfert embryonnaire et les taux de réussite sont très favorables parce qu'on sait qu'avec les ovocytes de la femme, par exemple à l'âge 42-43, nous sommes à 5, 10, 12, 15%, dépendant de la réserve ovarienne de chaque femme, lorsqu'avec un don d'ovocytes, nous parlons toujours de 60 à 70%, ce qui fait une différence énorme. Et cet pourcentage est stable jusqu'à l'âge de 50 ans. Et parce que l'utérus, l'évolution de la capacité de l'utérus pour recevoir et implanter une grossesse n'est pas pareil à l'évolution des ovaires, c'est-à-dire l'effet âge, c'est beaucoup moins important au niveau de l'utérus qu'au niveau des ovaires. Bon, en bref, c'est une description très générale de ce qui est le don d'ovocytes et pourquoi est-ce qu'on fait ce type de traitement. Et je te passe la parole, Philippe. Voilà, voilà, docteur, les premières questions arrivent. Alors, elles sont très variées. On va voir si vous allez pouvoir répondre à tous ces challenges. Mhm. Une question de Pauline, déjà Mhm. très, très spécifique. Bonjour, parmi les donneuses et donneurs, est-il possible de sélectionner des profils de personnes n'ayant pas d'allergie aux chiens, chats et chevaux? La première question est originale. Euh, alors, euh, nous, c'est la première fois que ce type de demande arrive, mais euh, j'imagine qu'il y a une raison parce que probablement chez la famille de Pauline, il y a quelqu'un qui a ce type d'allergie et ça peut être un peu difficile. Bon, la première chose, c'est que euh, oui, il y a certaines caractéristiques qu'on peut chercher chez les donneuses. Non, les allergies aux chiens, aux chats, etc., ça n'est pas quelque chose que nous demandons par routine. Ça ne fait pas de l'ensemble des questions de dépistage. Bien sûr, on peut poser la question aux donneuses. Ça ne me semble pas compliqué. Cependant, euh, quel est l'effet pratique de ça? Très honnêtement, je ne suis pas sûr. Je peux le vérifier, bien sûr, avec un peu plus de temps, mais je suis convaincu que ce type d'allergie, sur un point de vue strictement génétique, sont ont plusieurs facteurs. C'est-à-dire le fait que nous choisissons une donneuse qui n'est pas allergique à tout ça ne signifie pas que l'enfant n'aura pas cette allergie. C'est-à-dire,
Ce sont des allergies très rares et parfois, quand il y a des choses que nous ne contrôlons pas d'une façon parfaite dans le point de vue génétique, ça sert à rien de faire ce type de restriction parce que la probabilité sera éventuellement pareille à celle qui avait au début. Donc, en principe, même parfois, même au niveau psychologique, au niveau d'avoir confiance dans le processus, on peut poser ce type de questions aux donneuses et si ça c'est le cas de Pauline, je pense que ça serait possible. Cependant, je ne suis pas sûr si ça va aider à quel que soit, parce qu'en principe, ça ne sera pas génétique. Mais bien sûr, il faut que je vérifie cette information, parce que je ne suis pas préparé pour ça. Une question plus classique d'une spectatrice anonyme. Bonjour, je suis brune, cheveux brun foncé, j'ai la peau claire et les yeux verts. Je souhaiterais avoir une donneuse qui a les mêmes caractéristiques physiques. Est-ce possible au Portugal? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, en fait, ce type de carré, euh, chez notre clinique, nous avons beaucoup de donneuses. Ok, nous n'avons pas de liste d'attente et nous avons un nombre de donneuses qui est assez suffisante. Et bien sûr, il y a une chose qui est très importante. Nous, nous informons toujours les patientes avant le début du processus. Donc, nous envoyons, nous partageons avec les patientes un profil détaillé de la donneuse. En fait, j'ai ici un profil. Philippe, je pense que si tu me donnes 30 Partagez. secondes, je Oui, peux oui, partager mon écran. je vous Euh, en prie. je l'avais ici. Bon, ça y est. C'est un exemple complètement aléatoire, OK? Philippe, est-ce que je peux Oui, vous avez partager mon accès écran? au partage, il n'y a pas de Ah, c'est souci. ici. Voilà. Vous voyez mon écran? Oui, je le vois. Je OK. vois que la tête et un nez pour l'instant avec Ferticentro, mais Oui, c'est ça. Donc, on devrait y 30 arriver. secondes. Oui, j'essaie de le faire. OK. Voilà, c'est Ça, mieux, la meilleure taille, là. c'est mieux Donne comme ça. profile. On OK, voit. bon, sans ça, c'est en anglais, mais c'est surtout pour que vous puissiez avoir une idée du type d'informations que nous partageons sur nos données. Par exemple, ceci est un exemple réel, c'est un profil complètement aléatoire. Ça, c'est le type de fichier que nous partageons avec nos patients. Donc, dans ce cas, par exemple, on voit que l'origine de cette donneuse, elle est portugaise, elle a les cheveux blonds foncé, les yeux bleus, 1,66 m, groupe sanguin O négatif. Elle est une comptable, donc elle a fait le bac et ensuite un cours de comptabilité. Ils sont teint de peau, ici, on a une comparaison. Par exemple, cette donneuse, elle a été classifiée comme type 2. Ici, nous avons une image d'une personne qui ressemble le type 2. Donc, le type 2, c'est une peau claire qui au soleil va tomber foncé un peu, mais qu'il y a un qui pourra être facilement rouge après l'exposition solaire. Ici, il y a quatre informations. La motivation pour faire le don, ça s'est préparé par notre psychologue. Ensuite, l'avis de la donneuse par rapport au non-anonymat, parce qu'au Portugal, les donneuses ne sont pas anonymes, c'est-à-dire à l'âge de 18 ans, les enfants ont le droit d'accès à l'identité de la donneuse. C'est un Un droit d'accès accès aux au, origines. c'est un accès aux Exactement. origines aux 18 ans de l'enfant. On ne dit pas Oui, non anonyme, hein. On dit accès oui, aux c'est ça. origines aux 18 ans de Donc, l'enfant. c'est aux origines, et, tout à fait. Et ça, c'est la même chose qui existe actuellement en France. Ici, c'est la liste de tests qui ont été faits, le dépistage légalement obligatoire. Quatre informations sur l'arbre généalogique de la donneuse, ses parents, ses grands-parents, enfin, s'ils étaient portugaises, si les yeux étaient bleus, verts, marrons, etc. Des frères, des sœurs, enfin tout ça. Et finalement, une évaluation de son intelligence émotionnelle, ça c'est aussi fait par notre psychologue.
selon la méthodologie qui est indiquée ici. Le test de personnalité, la même chose, c'est fait par la psychologue aussi avec la méthodologie qui est utilisée. Et ensuite, un peu quelques informations, une phrase de la donneuse, quelques informations peut-être un peu bêtes sur les donneuses, mais ça aide à créer une image de la personne euh, qui aide à ce traitement, la personne qui est derrière l'ovocyte. Okay? Donc, c'est le type de profil qu'on donne. Et aussi un message de la donneuse pour la receveuse. Et la dernière page, c'est pour approuver cette proposition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que tout d'abord, oui, nous avons des donneurs avec les caractéristiques que vous avez demandées. Euh, si, si on n'a pas de donneurs, un certain type de donneurs, par exemple, actuellement, nous avons un peu de mal à avoir des donneurs d'origine asiatique. C'est toujours le grand problème. Au passé, nous avons peut-être 5, 6 donneurs asiatiques euh, pendant toutes les années, mais c'est pas facile. Mais pour le reste, soit des donneuses blondes, soit des donneuses noires, soit des donneuses de type méditerranéen, de type un peu comme moi et vous, Philippe, je pense que pour ce genre de donneuses, nous n'avons pas de problème. Euh, Bien sûr, on donne toujours ce profil. Il y a des donneuses pour lesquelles on a plus d'informations, d'autres donneuses pour lesquelles on a moins d'informations, mais, mais c'est aux patientes, à la patiente d'accepter ou refuser le profil et aucun problème. Nous évaluons chaque cas individuellement en fonction des demandes de chaque patiente. Nous proposons une donneuse. Si la patiente dit, bon, pour moi, quelle soit la raison, je n'aime pas cette donneuse, nous proposerons une donneuse alternative. Le traitement n'avance pas sans avoir une acceptation de la donneuse après avoir toutes les informations euh, que, qu'on peut donner sur la donneuse. Okay? Je dois préciser, pour les gens qui nous écoutent que sur, je ne sais pas, la soixantaine de cliniques que j'ai visitées dans le monde, hein, en Europe et en dehors d'Europe, c'est le profil le plus détaillé que j'ai jamais vu, hein, qui est donné aux candidats, au don. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi détaillé dans aucun pays, en tout cas, où on doit préserver un animal. Je ne parle pas des pays qui permettent la rencontre en Oui. Europe et autres, mais je veux dire, en dehors de ça, c'est vraiment ce qu'on peut trouver de plus détaillé en Europe. Et ça, je pense que c'est vraiment un plus et assez unique dans le travail que vous avez fait. On va passer, parce que Merci. les questions arrivent maintenant nombreuses. Alors, je suis Evelyne, je vous écris depuis le Cameroun, comme quoi on a des gens qui viennent de très loin. Je voudrais savoir si l'enfant obtenu par don d'ovocytes prend l'ADN. Alors, je mets de la donneuse, parce qu'elle écrivait de la mère porteuse, mais le mot est faux, de la donneuse. Oui. Alors, oui, parce que les ovocytes sont de la donneuse. Hmm. C'est-à-dire, euh, il est très important de penser que quand on fait un don d'ovocyte, on va travailler avec l'ovocyte de la donneuse et le sperme de l'élément masculin ou du donneur de sperme dans les cas de traitement avec double don. Si on travaille avec, mais par contre, la mère qui porte la grossesse, elle a une énorme influence aussi dans le développement du bébé, même au niveau génétique. C'est-à-dire, il y a ce que nous appelons l'épigénétique. Qu'est-ce que l'épigénétique? À partir au moment où l'ovocyte est fécondé avec le spermatozoïde, l'embryon obtenu a certaines caractéristiques génétiques. À partir du moment où cet embryon est implanté dans l'utérus de la mère qui va porter la grossesse, ce sont les gènes maternes, c'est l'environnement intra-utérine qui va influencer d'une façon absolument décisive le développement de cet embryon. Et donc, il y a des altérations génétiques après la fécondation, c'est ce que nous appelons l'épigénétique, qui dépendent
de l'influence de la mère. C'est-à-dire, c'est pas la donneuse, parce que le rôle de la donneuse est terminé au moment où elle donne l'ovocyte. C'est la mère qui porte la grossesse, qui va développer l'embryon. Et donc, ce sont des gènes maternes qui indiqueront aux gènes de l'embryon à quel moment est-ce qu'ils devront se développer, fonctionner, arrêter son fonctionnement, etc. Donc, même la vitesse de développement de l'embryon dépend de, des gènes maternes. Bien sûr, c'est impossible de faire le transfert du même embryon vers l'utérus de deux femmes différentes. Mais si c'était possible, le bébé qui serait né ne serait pas le même, parce que chaque femme va donner des instructions différentes, même au niveau génétique, à l'embryon, et va faire sa contribution au niveau de l'épigénétique d'une façon différente pour l'embryon. Donc, pour les femmes pour lesquelles le don de l'ovocyte est la seule solution pour avoir un enfant, ça c'est une information très rassurante parce que elles ont une vraie influence dans le résultat final. Bien sûr, si on fait un test génétique à l'embryon, on va avoir du matériel génétique. La grande majorité sera le matériel génétique de la donneuse. Et si la donneuse est noire, le bébé sera au moins noir du côté materne. Mais même ainsi, ça c'est déjà très rassurant. Le rôle de la mère qui porte la grossesse est très loin d'être nul. Bien, ben, j'espère, Evelyne, que le docteur Vladimiro Silva a répondu à votre question. En tout cas, on est très content de savoir que nous sommes suivis dans toute la francophonie, y compris à Douala ou Yaoundé, au Cameroun, que je connais très bien. Ah. Question suivante. À l'âge de 43 ans, selon votre recul, votre expérience et vos compétences scientifiques, les chances que cela fonctionne sont-elles identiques avec un double don et un accueil d'embryon, ce qu'on appelle maintenant le don d'embryon, dont on parle de plus en plus? Euh, euh, Philippe, est-ce que vous pouvez Oui, à l'âge répéter de la question? 43 ans, selon votre recul, votre expérience et vos Mhm. compétences scientifiques, les chances que cela fonctionne sont-elles identiques avec un double don ou un accueil d'embryon? En fait, double don ou accueil Mhm. d'embryon, les résultats sont-ils le même, en fait, taux de OK. succès? Alors, euh, ça dépend un petit peu. Pourquoi? Parce que euh, quand on parle d'un don d'embryon, on parle d'ovocyte d'une donneuse qui n'est pas une personne infertile. Bien au contraire, c'est quelqu'un qui a été sélectionné parce qu'elle a une fertilité supérieure à la majorité, et on utilise des spermatozoïdes d'un donneur de sperme qui est un peu la même chose. C'est un monsieur qui a donné son sperme, qui a été sélectionné parce qu'il présente des valeurs spermatiques beaucoup supérieures à la moyenne. Et donc, on travaille avec des cellules de deux personnes qui ne sont pas infertiles. Donc, c'est le traitement avec le meilleur pronostic possible. Et donc, les embryons théoriquement, ont toutes les conditions pour que ça puisse marcher, dans les limites de la fertilité humaine, mais nous optimisons le sperme et nous optimisons l'ovocyte. L'accueil d'embryons, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que quels sont les embryons accueillis? Ce sont des embryons qui ne sont pas utilisés pour les couples ou les femmes célibataires qui font des traitements PMA et qui n'utilisent pas tous les embryons obtenus pendant ces traitements. Donc, ce sont les embryons surnuméraires obtenus lors des traitements de PMA, mais qui ont été un peu mis à côté, réservés pour pouvoir être utilisés plus tard. Ce sont des embryons qui ont été congelés parce qu'ils ont un bon pronostic, un pronostic favorable, mais ils n'ont pas été les premiers choix de ces propriétaires, et ils ont été gardés et par des différentes raisons, et parfois elles sont données par des différentes raisons aussi, soit parce que la personne a déjà le nombre d'enfants qu'elle souhaite avoir, soit parce qu'il y a un divorce dans le couple. Enfin, il y a pas mal de raisons.
Cependant, ce qu'on fait chez notre clinique, nous racontons toujours l'histoire de chaque embryon. Donc, quand on parle d'un double don, c'est une question de choisir le donneur de sperme, choisir la donneuse d'ovocytes, et ensuite avancer avec la création des embryons. Si on parle de l'accueil des embryons, on va vous dire, bon, exemple complètement aléatoire, cet embryon est un blastocyste qui a été obtenu lors d'un traitement avec don d'ovocytes, où la donneuse était la donneuse 1, 2, 3, 4, et voici son profil, et on peut vous donner même le profil que je viens de montrer ici. Et le donneur de sperme, c'était l'élément masculin du couple. Ce qu'on peut vous dire, c'est que c'était un monsieur âgé 44 ans, 1,83 m, avec des études supérieures, etc. Bien sûr, quand aux donneuses, on fait des études très complètes au niveau génétique, au niveau de maladies infectieuses, etc. Aux patientes, on ne fait que les tests légalement obligatoires, HIV, hépatite, etc., pour l'élément masculin, mais on ne fait pas habituellement un bilan génétique très complet. Donc, pas, ce sont deux choses différentes. Si l'embryon est viable, les chances de réussite seront exactement les mêmes, mais bien sûr, pour l'accueil d'embryon, ça dépend beaucoup de l'origine de l'embryon. Question suivante. Ma question est la suivante. Je suis actuellement en parcours PMA parce que j'ai une insuffisance ovarienne. Je suis à ma deuxième FIV avec don qui se sont soldées par des fausses couches pour les deux au bout du 15e jour. Selon vous, est-ce dû à la qualité de l'embryon ou une autre raison? Alors, statistiquement, 70% des cas de fausses couches du premier trimestre ont une cause embryonnaire. Okay? C'est-à-dire, si, une précision, les fausses couches ont été obtenues déjà avec don d'ovocytes ou cette personne est en train de faire un don d'ovocytes parce qu'elle avait des fausses couches Non, non, ce avec sont cette des dons d'ovocytes qui se sont soldés par des fausses couches. Et c'est OK. donc dons d'ovocytes et fausses couches en même temps, OK. En au bout même de temps. 15 jours. OK. Donc, ça, c'est-à-dire dans 70% des cas, la cause est embryonnaire. Donc, ma recommandation serait tout d'abord de faire un test génétique aussi à l'élément masculin, le karyotype, parce que parfois, ça arrive dans 2% des cas, il y a des problèmes masculins au niveau génétique qui peuvent causer des fausses couches. Il faut aussi faire, il y a des tests qui peuvent être faits, notamment au niveau immunitaire, par exemple les antigènes KIR. Et donc, il y a pas mal de tests qui peuvent être faits pour dépister des causes. Parfois, c'est que de la malchance, ça arrive. Il y a aussi des possibles infections. Enfin, il y a beaucoup de choses qui doivent être évaluées avant d'avancer avec un troisième transfert embryonnaire. Parfois, en changeant de donneuse, c'est suffisant pour régler le problème. Euh, Parce que même les donneuses, bien qu'elles soient des jeunes femmes, elles peuvent aussi avoir des problèmes génétiques elles-mêmes. Ça arrive parce que je vais juste partager une image, Philippe, très rapidement, pour illustrer ce que je viens de dire très rapidement. On voit ici que, par exemple, ceci est un graphique qui correspond à la fertilité naturelle chez les humains. C'est-à-dire, ça n'est pas des statistiques de la PMA, ce sont des statistiques dans l'espèce humaine. Et on voit que nous, les humains, en tant qu'espèce, nous ne sommes pas très fertiles. On voit que dans nos meilleurs ans, on n'a que 25% de fertilité. Okay, donc, c'est-à-dire un homme et une femme qui ont les deux 25, 26 ans, qui sont au top de sa fertilité, qui sont les deux en bonne santé, qui font les choses de la manière naturelle, ils n'ont que 25% de chances de réussite. Et à partir de 35 ans, ce pourcentage commence à diminuer. Et pourquoi est-ce que ça arrive? Parce qu'une grande partie de nos ovocytes et nos spermatozoïdes ont des problèmes génétiques. On voit ici dans
cette autre statistique ici, par exemple, ça c'est le pourcentage d'embryons avec des anomalies. On voit que même chez les donneuses d'ovocytes, 37% des embryons obtenus ont des anomalies génétiques. Euh, 40% chez les patientes âgées moins de 35 ans. Pourquoi est-ce que ça arrive? C'est la nature humaine. C'est-à-dire, ça ne dépend pas des cliniques, ce sont des études faites au niveau international par des laboratoires qui traitent milliers de cas. C'est la nature humaine. Et donc, si 40% de nos embryons ne sont pas viables sur le point de vue génétique, ce genre de choses qui sont décrites par cette patiente peuvent arriver. C'est-à-dire, parfois, euh, elle peut avoir la malchance d'être 2 fois chez les 37%, les 40%, quel que soit, de cas où les embryons ne sont pas viables génétiquement, même s'ils sont parvenus d'une donneuse. Donc, si les ovocytes sont parvenus d'une donneuse. Donc, mon conseil ici, c'est de dépister les facteurs utérins pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres facteurs, dépister le facteur masculin aussi, et si tout est bien, et dans la grande majorité des cas, tout sera bien, euh, la seule possibilité, c'est essayer à nouveau. Voilà. Donc, autre question, qu'en est-il des patientes obèses? Donc, la receveuse obèse, est-ce qu'il y a un frein pour elle? Euh, En fait, ça dépend de qu'est-ce que on appelle obèse. Parce que normalement, l'obésité, dans le cadre d'un don d'ovocytes, euh, pour un traitement avec les ovocytes de la femme, l'obésité est un vrai problème parce que c'est très difficile faire une stimulation ovarienne chez une femme obèse. Même les procédures pour prélever les ovocytes sont plus compliquées, donc les risques sont beaucoup plus compliqués. Pour un don d'ovocytes, c'est plus facile, ok? Mais bien sûr, il faut penser aussi à ce qui va se passer pendant la grossesse. Et donc, si une femme est en bonne santé, elle a une moindre probabilité d'avoir du diabète gestationnel, de l'hypertension, enfin, des différentes complications pendant la grossesse. Donc, probabilité de tomber enceinte chez une femme obèse et une femme qui a un poids normal lors d'un don d'ovocytes, ça sera en principe pareil, sauf pour des cas extrêmes. Des études qui ont été faites n'ont pas arrivé à trouver des différences significatives. Cependant, pour pendant la grossesse, pour le risque de fausse couche, etc., et le risque de complications dans la grossesse, c'est augmenté chez les femmes obèses. Donc, il faut évaluer ce qu'on peut faire. On sait que parfois c'est extrêmement difficile de perdre du poids. Il faut essayer de contrôler ce qu'on peut contrôler et surtout essayer que la patiente fait une vie saine euh, pour, euh, pour que la grossesse se passe bien et assurer un bon suivi de la grossesse aussi. Mais donc l'obésité, en principe, il faut évaluer les choses soigneusement. Nous avons obtenu des grossesses avec des femmes qui sont très obèses, mais il faut évaluer chaque cas soigneusement. Mais le don d'obésité est aussi une solution pour les femmes obèses qui n'arrivent pas à ovuler ou à faire une stimulation ovarienne. Question de Maeva. Bonjour. Concernant les banques d'ovules et de sperme, est-il possible de recourir éventuellement à d'autres banques comme Cryos au Danemark, par exemple? Oui, bien sûr. Nous travaillons beaucoup avec Trios ou avec European Sperm Bank. Donc, c'est dans ce cas, la seule chose que la loi portugaise n'autorise pas sont les donneurs avec des photos d'adultes. Donc, vous pouvez choisir un donneur qui soit OpenID, identité ouverte pour assurer l'accès aux origines, mais sauf s'il a une photo d'adulte parce qu'au Portugal, les photos d'adultes ne sont pas autorisées. Donc, parce que la raison pour ça, c'est que l'accès à l'identité du donneur est un droit de l'enfant
pas de ses parents. Et donc, c'est à l'enfant, à l'âge de 18 ans, de prendre la décision s'il souhaite avoir accès à ces informations ou pas. Bon, c'est ce que la loi dit. Et donc, c'est pour ça que nous ne pouvons pas travailler avec des donneurs qui ont des photos d'adultes. Mais sinon, vous pouvez aller vers la banque Trios, par exemple. Vous pouvez choisir en ligne votre donneur. Vous nous indiquez quelque chose comme j'ai choisi le donneur Peter. Peter, c'est un faux nom. Donc, et ensuite, on va vous dire, bon, pour votre type de traitement, on a besoin d'une paillette mode 5 et chez ces banques de sperme, le coût des différentes paillettes change selon le type d'information, la qualité des spermes, etc. On vous présentera un devis, quelque chose comme faire le traitement avec le donneur Peter aura un coût de 1 000 euros. Si ça va pour vous, on peut commander la paillette. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez choisir un autre donneur. Il y a des donneurs qui coûtent plus de 2 000 euros. Il y a aussi des donneurs moins chers. C'est toute une question de chercher et vérifier les tarifs. Bien sûr. Alors, tout ceci en France est bien sûr interdit, hein, photos, Oui. etc. Oui. Une question de Fabienne. Les chances de réussite sont-elles identiques avec un double don à 43 ans qu'à 30 ans? Donc, selon l'âge de l'utérus, me dit-elle. Oui, donc les chances de réussite resteront stables jusqu'à l'âge 50 ans. OK? Parce que l'utérus, bon, sauf s'il y a des chirurgies, des fibromes, des myomes, enfin, sauf s'il y a des malformations, des myomes, des interventions à répétition dans l'utérus, et dans ce cas, ça va sans doute être préjudicial, mais ça sera préjudicial pour les femmes de tout âge. OK? Donc, en principe, sauf pour des cas de pathologie utérine claire, dans un cadre d'un utérus normal, et une femme qui va faire recours au don d'ovocytes parce que ses ovaires ne travaillent plus, elle est en insuffisance ovarienne précoce ou elle a déjà fait des traitements avec ses propres ovocytes et ça a échoué, mais sans avoir une histoire préalable de problèmes utérins, la probabilité va être stable jusqu'à l'âge 50 ans. Donc, sur ce point de vue, c'est la même chose faire un traitement à 42, 44, 46, 48, parce que ça va rester, la probabilité restera stable. OK? Je peux vous montrer une autre image, Philippe, Oui, oui, parce que je vous en je pense que prie, ça docteur. sera Plus intéressant. vous donnez d'informations, plus le public est intéressé, hein. Oui, donc ici, on voit par exemple, ce sont les statistiques des États-Unis, c'est-à-dire tous les traitements par don d'ovocytes en bleu et avec des ovocytes de la femme en vert. Et vous voyez ici que ça correspond à 100 000 traitements ou 200 000 traitements faits aux États-Unis pendant l'année 2015. Et on voit que pour le don d'ovocytes, le taux de réussite reste stable pour tout âge. On voit que ça ne change pas. Il y a des petites fluctuations sans aucun significat statistique. Okay? Et donc, c'est la même chose pour les femmes de 30 à 47 ans dans le cas de ce graphique, lorsqu'avec les ovocytes de la femme, ça, la courbe à l'évolution qu'on connaît déjà. Ça, c'est la preuve de que l'utérus n'est pas aussi importante que les ovaires. Okay? La probabilité reste stable par cette raison. Bien sûr, il y a les autres facteurs desquels nous avons parlé déjà. Ben, ça répond en même temps à la question suivante, qui était la question d'Audrey. Existe-t-il des études sur le taux de réussite de don d'ovocytes en fonction de l'âge? Audrey, vous venez de voir la réponse sur Oui, l'écran que vous a montré là le docteur Silva. Alors, autre question. Est-il possible de bénéficier d'un accueil d'embryons dans votre centre proche de notre physique? Là, ça pose un peu la question de la quantité d'embryons différents que vous pourriez avoir à adopter pour savoir si ça se rapproche d'un maximum de physique. oui. Alors, il faut le voir, ok, parce que comme j'ai dit, les embryons donnés disponibles pour être accueillis sont des embryons surnuméraires. Et donc, nous racontons l'histoire de chaque embryon. Et ensuite, on fera
une prévision de ce qu'on peut avoir, ok? Parce que c'est vrai que parfois c'est très évident selon l'origine des deux personnes, des deux éléments du couple, mais parfois il n'est pas aussi évident parce que aujourd'hui on a beaucoup de mélange entre les personnes de différentes origines, mais on peut, c'est toute une question de vérifier. Okay? Pour être complètement sûr, je dirais que le double don, c'est peut-être la meilleure stratégie compte tenu que l'accueil d'embryons c'est significativement moins cher et même au niveau éthique, c'est préférable. Je pense que c'est toute une question de vérifier. Nous avons une bonne quantité d'embryons disponibles pour être accueillis et donc on peut discuter ça. Si vous nous contactez, on aura tout plaisir de vous expliquer, de le voir avec vous. Vous avez des embryons de tous les types ethniques, j'imagine, sauf asiatiques, hein, Sauf asiatique, oui, c'est voilà, ça. mais aussi bien de type noir africain Oui, ou oui, ça ne brésilien, peut, oui, ou ça, blanc, au ou blanc, européen, oui, caucasien. Ouais. exactement, exactement. Alors, question suivante, je pense qu'il est trop tôt pour pouvoir répondre parce que la loi portugaise est comme la loi française récente. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui prennent contact avec leur donneur à leur majorité? La loi portugaise est mise en place depuis, je ne sais pas, quelques années, non? Seulement. 2018, donc Ouais. 7 ans. Donc, ça sera, si il faut compter aussi avec 9 mois de grossesse. Oui. Donc, c'est en 2037 qu'on aura les premiers cas. Bien sûr, la loi autorise déjà à que les donneurs qui volontairement souhaitent sortir de l'anonymat, et nous avons beaucoup de cas comme ça. Mais pour l'instant, je pense qu'il n'y a aucun cas de demande, de ce type de demande, mais bien sûr, chez notre clinique, j'ai énormément de patientes qui ont demandé, qui ont indiqué l'intention d'avoir accès à l'identité des donneurs une fois que ces enfants arrivent à l'âge de 18 ans. Nous avons vraiment beaucoup de monde intéressé. En fait, je profite de ce moment. S'il y a des patientes qui ont des enfants euh, déjà nés ici, nous sommes en train de faire, de recueillir, de faire la recueil de ces informations pour faciliter le contact à l'âge de 18 ans. Nous enregistrons déjà le nom de l'enfant pour que, à ce moment-là, parce que l'accès aux origines, l'accès à l'identité du donneur est assuré par l'autorité portugaise, la PMA. C'est-à-dire, même si une clinique ferme, cet accès sera toujours garanti parce que c'est une garantie de l'État portugais. Et donc, pour ça, il faut enregistrer le nom de l'enfant pour qu'il puisse arriver au Portugal, montrer sa carte d'identité, passeport, etc. Et dire, moi, je suis Monsieur Jean Reno et je souhaite avoir accès à l'identité de mon donneur. Et, et donc, si ça c'est le cas, contactez-nous et on peut vous aider avec ça. Bien sûr, nous essayons d'écrire à toutes les patientes, à toutes les patientes qui ont des enfants chez nous pour que ça soit complètement assuré. Ça sera toujours assuré, mais ça sera quand même plus facile comme ça. Alors, c'est un peu la même chose maintenant en France. La CAPAD est en train de mettre en place un système que les personnes nées par don de gamètes avant la loi, donc qui autorise, pareil, l'accès aux origines aux 18 ans, puissent Mm. avoir ces informations si les personnes qui ont donné sont d'accord. Donc maintenant, il faut aller les rechercher, bien sûr, mais c'est en cours de mise en place en France. Ok. Alors, question de Mathieu. Bonjour, est-il possible de venir avec sa propre donneuse venant de la famille? Non. Au Portugal, les deux personnes qui font le traitement sont les pères légaux de l'enfant. C'est-à-dire, si vous venez ensemble avec une femme, cette femme sera la mère légale. Et donc, on n'a pas le droit de faire le transfert des embryons que vers l'utérus de cette femme. Parce qu'il faut que les donneuses soient classifiées comme donneuses, donc il faut qu'elles soient soumises à tous les examens obligatoires pour les donneuses et que son identité soit cachée
jusqu'à l'âge de 18 ans de l'enfant. Ouais, donc, Okay? Et donc, ah, malheureusement, d'accord. ça, en Danemark, c'est autorisé, au Portugal, non. Bonjour, alors le délai pour un accueil d'embryon. Euh, Très court, la question. aucun délai pour l'instant. Bien sûr, ça dépend euh, pour l'instant, nous avons pas mal d'embryons disponibles, donc pas de délai pour l'accueil d'embryons. Bien sûr, il faut accepter les embryons qui existent. Si quelqu'un va chercher une donneuse comme Taylor Swift et un donneur comme Kylian Mbappé, par exemple, en même temps, ça sera peut-être un peu difficile. Mais, mais comme j'ai dit, on va parler de l'embryon, on va partager ce qu'on peut partager sur chaque embryon et si les patients l'acceptent, il y a énormément d'embryons immédiatement disponibles. Alors, deux questions de Luanda Xavier, dont une visiblement très technique que je ne comprends pas. Quel protocole possible en cas d'incomptabolite entre receveuse et embryon? Je ne sais pas ce qu'est un Euh, comptabolite. euh, Moi non plus. Alors, c'est Euh, peut-être incompatibilité, je et pense. incompatibilité, Mal ok. tapé, voilà. Ok, ok. Donc, ça dépend. Par exemple, euh, bon, ce type de protocoles sont toujours individualisés. Quels sont les types de médicaments que nous utilisons? Nous utilisons de la prédnisolone, de l'aspirine, de l'héparine, des facteurs de croissance, du PRP. Ça dépend beaucoup d'une femme à l'autre, du type d'incompatibilité duquel on parle. Et par exemple, imaginez par exemple que qu'on parle d'une incompatibilité KIR-HLA-C. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'utérus, il y a des gènes KIR. Si une femme a un profil KIR-A et l'enfant, le bébé, risque d'avoir un profil C2, il va recevoir des gènes du côté du côté père, par exemple, le C2, du côté donneuse, on ne sait pas. On peut assurer que la donneuse soit C1 pour que la donneuse partage le gène C1 et ça va diminuer la chance de réjection de l'embryon, de réjection immunitaire. Bien sûr, parfois, si l'homme est C1 ou si on parle d'un double don, on peut même assurer que l'embryon soit C1 ou on peut faire diminuer les chances pour 50%. Donc, ce genre de stratégie est aussi possible. Ça, c'est pas, c'est pas consensuel dans la communauté scientifique, c'est-à-dire il y a des médecins qui ne croient pas dans ces théories immunitaires parce que ça n'est pas complètement éprouvé. Mais une des manières les plus faciles, c'est de choisir des donneuses qui n'ont pas ce risque. Et donc, au cas où, on évite que ce problème vienne. Si c'est pas, si 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 les embryons sont déjà faits il n'y a rien qu'on puisse faire, on peut utiliser ce type de protocole et théoriquement, ça pourra faire revenir la probabilité de réjection au même niveau ou presque au même niveau que pour un couple qui ne soit pas, qui n'ait pas le même problème. Donc, c'est une chose à voir, mais nous avons des protocoles spéciaux pour ce genre de situation. Toujours une question de Luanda Xavier. Quelle est la meilleure efficacité entre embryon frais ou embryon congelé? Bon, en théorie, euh, si l'embryon survive bien à la décongélation, et la probabilité de que ça arrive est de 98%, nous sommes certifiés par la méthode Kitasato, qui est, disons, la technique au niveau international qui fonctionne mieux. Euh, donc, selon la meilleure méthode qui existe au niveau technologique, la probabilité de survie de l'embryon à la congélation est de 98%. Et donc, si l'embryon survit,
et il y a 98% de probabilité que l'embryon survive, les chances seront les mêmes qu'avant la congélation. Et donc, c'est pour ça qu'actuellement, soit nous, soit la majorité des centres de PMA, au moins les plus grands au niveau international, nous préférons de travailler avec les embryons congelés parce que ça nous permet d'optimiser les conditions utérines d'implantation que de risquer de faire un transfert dans un moment qui n'est pas l'idéal pour l'utérus pour éviter la congélation parce que la probabilité de survie est presque totale. Et en fait, il y a aussi la théorie que les 2% d'embryons qui ne survivent pas à la décongélation, c'est parce qu'ils n'avaient pas une bonne viabilité. C'est-à-dire la congélation est aussi un test de qualité de l'embryon. Donc, si l'embryon ne survive pas à la congélation, c'est très peu probable que cet embryon soit viable et capable de s'implanter. Donc, en principe, la congélation ne posera aucun problème. Bien sûr, il faut que la clinique ait un bon contrôle de la congélation. Il faut faire milliers et milliers de procédures de congélation, décongélation, pour y avoir les certifications nécessaires, bien sûr. Donc, en principe, pour répondre à Loanda, les chances seront les mêmes si l'embryon survive à la décongélation. Question suivante, et je crois qu'elle n'est pas pour le docteur Vladimiro. Comment gérer l'éducation de l'enfant pour qu'il ne se sente pas différent des autres? Comment gérer la révélation ou non à l'entourage du don ou du double don? Alors ça, je vous conseille d'aller sur comment on peut dire, la chaîne YouTube des Cigognes de l'Espoir. Nous avons fait beaucoup de webinaires, beaucoup de conférences à ce sujet avec de très nombreux thérapeutes, connus ou moins connus. Donc, ce n'est pas une question là purement médicale. Je vous conseille donc d'aller voir effectivement sur la chaîne YouTube des Cigognes de l'Espoir. Ensuite, une question de Céline, mais je crois qu'elle vient d'avoir la réponse, puisqu'elle voulait savoir s'il valait mieux faire un double don avec un cycle naturel ou en différé. D'ailleurs, je me demande ce que c'est ou en différé. Ah, peut-être Euh, qu'on n'a pas répondu vraiment à la question. C'est savoir si l'implantation peut être faite sur un cycle naturel ou en différé. Est-ce que le taux de réussite est le même, demande Céline. euh, Ça dépend. Donc, je pense que Céline veut demander, c'est la différence entre un cycle naturel ou un cycle artificiel. C'est, euh, quel- Qu'est-ce qu'un cycle naturel? Un cycle naturel, on ne peut pas le faire que pour les femmes dont les ovaires fonctionnent bien. Ok, donc il faut que la femme a des cycles qu'elle reste avec un fonctionnement euh, ovarien compatible avec la formation de l'endomètre. Donc, il faut qu'elle ait des cycles réguliers et donc, parce qu'il faut que ces niveaux hormonaux, ces niveaux d'estrogène soient capables, compatibles avec la création d'un endomètre compatible avec l'implantation de l'embryon. Il faut qu'elle ovule parce on aura besoin de la progestérone qui sera produite par le corps jaune pour soutenir la grossesse à partir du transfert embryonnaire. Et donc, ça, c'est pas pour toutes les femmes. Surtout, ça, c'est pas pour toutes les femmes qui font les dons d'ovocytes. Parce que une grande partie des femmes qui font le don d'ovocytes ont des problèmes au niveau du fonctionnement de ces ovaires. Et comme ça, c'est un peu risqué de faire un cycle 100% naturel avec ce type de patiente. Donc, je dirais que si une femme a des cycles, un fonctionnement à des cycles ovariens parfaits, 28 jours très réguliers, etc., je dirais le cycle naturel sera très probablement la meilleure option. Avec un bon épaisseur de l'endomètre, avec une formation du corps jaune, avec des bons niveaux hormonaux, je dirais sans doute on préfère le cycle naturel. Cependant, souvent, ça, c'est pas le cas. Et donc ensuite, nous, la médecine, nous commençons à intervenir. Et donc la première chose, c'est
On peut faire ce que nous appelons un cycle naturel modifié, c'est-à-dire on laisse que le follicule ovulatoire se forme naturellement, mais ensuite on va déclencher l'ovulation artificiellement pour pouvoir savoir exactement quel est le moment de l'ovulation, parce que j'ai oublié de le dire, dans un cycle naturel, il faut contrôler très strictement, très soigneusement le moment de l'ovulation naturelle, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer. Ça peut venir pendant la nuit, on ne sait pas. Donc, il faut le contrôler vraiment tous les jours. Sauf que lorsque dans un cycle naturel modifié, on peut contrôler le moment précis où on va déclencher l'ovulation. Donc ça, c'est déjà une bonne approximation. L'alternative, c'est un cycle 100% artificiel où nous bloquons les hormones naturelles et on donne des hormones artificielles. Et là, on sait exactement quelle est la quantité de chaque hormone à chaque moment. Toutes les stratégies sont acceptables. Si moi et nous, en tant que clinique, nous sommes toujours favorables à l'adoption des traitements le moins invasifs possible. Et donc, si on peut faire un cycle naturel, on le fera. Cependant, le nombre de cas dans lesquels le cycle naturel est possible est malheureusement très réduit. Alors, question suivante, je crois que je vais pouvoir répondre. Comment se passe l'hébergement? Eh bien, ça, c'est assez simple. Si vous regardez sur la page partenariat avec les cigognes du site de la clinique, vous verrez que sont proposés aux membres de l'association des packages qui incluent à la fois le traitement, l'hébergement et le transfert depuis l'aéroport. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucune difficulté, tout est inclus, tout est compris. Et donc, c'est vraiment sans stress. Et puis sinon, bah, vous pouvez bien sûr choisir d'aller un hébergement que vous choisissez vous-même, hein. Il y a pas de souci. Donc les deux solutions, mais il est sûr que la solution du package est très pratique plutôt que d'aller chercher un hôtel qui serait loin de la clinique. Là, il est quand même en général à côté de la clinique, Oui, et c'est en de général l'autre de 3 côté de la étoiles. rue. Oui, De l'autre vraiment côté de de la l'autre rue. côté. Oui, Voilà. tout à fait. Question de Fabienne, mais je crois qu'on a déjà répondu là-dessus. En tant que femme seule, si on choisit un accueil d'embryon, décidément, on a beaucoup de questions sur l'accueil Mhm, d'embryon. A-t-on autant de chances que le double don en taux de réussite? On en a parlé tout à l'heure. mhm. Oui, Pas c'est ça. tout à fait le même, mais c'est quand même très proche en fait, hein. Oui, je dirais que c'est très proche parce que nous ne congelons que des embryons à très bon pronostic. Voilà. Bien sûr, par exemple, si un accueil d'embryons est fait avec des embryons qui originellement étaient parvenus provenant d'un double don, je dirais que les chances seront les mêmes qu'un double don. Si c'est avec les ovocytes d'une donneuse et le sperme d'un mari, en principe, si le monsieur n'a pas de souci, hein, ça sera à peu près la même chose. Cependant, si c'est un embryon qui est provenant d'un couple qui a un problème d'infertilité, il faut voir quelle était la cause. Si c'était par exemple des trompes bouchées, un problème de trompe, en principe, le pronostic sera aussi favorable. Cependant, si c'était un cas d'endométriose très difficile, etc., le pronostic sera pire. Donc, il faut évaluer l'origine de chaque embryon pour pouvoir répondre à cette question. Question de Jessica, et ça c'est une question à mon avis très longue. Est-ce que vous faites le DPI pour le don d'ovocytes? C'est toute la question de l'utilité du DPI, un grand débat là-dessus en France et j'imagine un peu partout. Je vais partager mon écran à nouveau pour pouvoir répondre. 30 secondes. Euh, OK. Euh, c'est c'est partagé, non? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, euh, au Portugal, la loi dit que euh, dans les cas de don d'ovocytes, il faut avoir une autorisation spéciale pour faire le DPI. C'est-à-dire, pour un traitement avec les ovocytes, la femme, à partir de l'âge 39 ans, on peut faire le DPI n'importe quand, c'est-à-dire c'est notre décision des cliniques, ou si les patients ont déjà
3 transferts embryonnaires échoués ou 2 fausses couches ou une grossesse antérieure avec une altération chromosomique numérique. Donc, s'il y a ce type d'histoire préalable ou si l'âge féminin est égal ou supérieur à 39 ans, on peut faire le DPI sans aucun problème, ou bien sûr s'il y a une maladie génétique monogénique. Donc, le DPI pour le don d'ovocytes est toujours sujet à une demande spéciale. Pourquoi? À cause de ce graphique. Ce graphique est un graphique qui est obtenu dans une étude internationale avec milliers d'embryons. Et ce qu'ils ont montré, c'est que on voit que avant l'âge de 35 ans et pour les donneuses d'ovocytes, on voit que le pourcentage d'embryons avec des anomalies génétiques est grosso modo, entre 37% et 40%. Et ça signifie que 60% des embryons ont un pronostic favorable. Et si on voit ici si on voit ici dans le graphique de la statistique du don d'ovocytes, on voit que le taux de réussite pour le don d'ovocytes est 60%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que faire le DPI ou pas, donc si on va éliminer il y a un autre graphique ici que peut-être, bon, je n'ai pas ici. Bon, bref, le pourcentage d'altération commence à augmenter essentiellement ici. 61% à l'âge de 39 ans, c'est à partir de ce moment que, selon les normes, les recommandations internationales, c'est à partir de ce moment que les risques existent vraiment. Parce que le taux de réussite des traitements avec DPI et le taux de réussite des traitements avec don d'ovocytes est toujours 60%. Et donc, ça signifie que le DPI ne va pas augmenter la probabilité de grossesse, parce que la probabilité de grossesse, par comparaison au don d'ovocytes, parce que la probabilité de grossesse restera la même. Okay? Donc, taux de réussite des traitements avec DPI, 60-70%, taux de réussite de don d'ovocytes, 60 à 70%. Okay? C'est pour ça que l'autorité portugaise, la PMA, nous oblige à demander une autorisation spéciale pour faire le DPI lors d'un traitement de don d'ovocytes. Quels sont donc les cas où on peut faire le DPI dans le cadre d'un don d'ovocytes? Par exemple, je me souviens d'un cas, une patiente avait 12 blastocystes. Okay? Ça n'arrive pas tous les jours. Et nous avons fait un traitement avec don d'ovocytes. C'était fantastique. 12 blastocystes. Nous avons fait 4 transferts embryonnaires et les 4 ont échoué. Et donc, 4 transferts, 4 négatifs. Et on avait encore 8 blastocystes. Nous avons demandé l'autorisation. L'autorité de la PMA nous a donné cette autorisation. On a fait le DPI aux 8 embryons restants et il s'avère que, sauf erreur, c'était 4 embryons génétiquement normaux et 4 embryons qui étaient porteurs d'anomalies génétiques. Nous avons transféré un des embryons viables et la patiente a tombé immédiatement enceinte. Elle reste encore avec 3 embryons viables. Donc, le DPI dans ce type de cas sert pour épargner des tentatives pour diminuer le temps pour obtenir une grossesse, mais sur un point de vue, disons, plus large, ce n'est pas recommandé. Ça, c'est pas mon avis personnel, ok, mais ce sont les recommandations de la Société européenne de reproduction humaine. C'est aussi la recommandation de l'autorité portugaise. Et dans un point de vue, parce qu'une chose, c'est quand nous regardons la situation individuelle de chaque couple. L'autre chose, c'est quand on regarde la statistique de toute l'Europe, comme c'est le cas de la Société européenne de reproduction humaine. Donc, il y a des différents points de vue
moi, personnellement, je suis très en faveur du DPI. Dès que les patientes sont conscientes que ça ne va pas augmenter la probabilité de grossesse, le DPI sert pour nous informer sur la viabilité des embryons. Et bien sûr, ça c'est plus important pour les femmes et qui hésitent entre essayer avec ses propres ovocytes, encore une fois, ou partir pour essayer avec un don d'ovocytes. Ça, c'est vraiment, le DPI est un outil qui peut aider à la prise de décision dans ce type de cas. Donc, ça ne va pas parce que améliorer la qualité de l'embryon, parce que si l'embryon est de mauvaise qualité génétique, c'est pas le DPI qui va corriger ce problème. Le DPI va tout simplement signaler le problème et aider au procès de diagnostic, d'organisation du traitement. Donc, c'est pour ça que le DPI et le don d'ovocytes est toujours un sujet polémique. Moi, j'aurais préféré pouvoir prendre la décision sur quel cas indiqué pour le DPI et quel cas n'indiqué pas. La loi ne le permet pas, donc malheureusement, c'est rien qu'on peut faire et donc il faut respecter les règles. Mais ce qui est derrière ces lois et ces recommandations scientifiques, c'est ce graphique ici. Okay? La probabilité d'avoir un embryon anormal commence à être significatif surtout à partir des 39 ans. Bien, on va continuer. Alors, docteur, juste vous préciser qu'il faudra peut-être faire des réponses un peu plus rapides si vous voulez pas finir Oui, demain je suis à désolé, 6 heures Philippe. du matin, parce que je vois les questions. C'est passionnant, hein, qui s'accumulent, sinon on fera faire une deuxième session. Alors, étant donné que 40% des embryons ne sont pas viables, ça, statistiquement, même avec une donneuse jeune, est-ce que les tests PGT sur l'embryon avant les transferts sont recommandés pour limiter les risques de non-implantation, fausse couche, etc. Encore une question qui divise les médecins. Oui, c'est ça. C'est un peu la continuation de ce que je disais. Oui, il faut toujours penser à ça. Quand nous recommandons un test aux patientes, il faut penser qu'est-ce qu'on va faire avec les résultats de ce test. OK? Donc, si nous sommes convaincus de que ce test va pouvoir aider les patientes à prendre une décision, que ce test va pouvoir faire diminuer le temps nécessaire pour obtenir une grossesse ou que ce test va pouvoir augmenter les chances de réussite, on devrait le faire. Sinon, ce n'est pas la peine. Dans le cas du DPI, euh, si, si nous avons donc, si le test nous sert pour, c'est ce que je disais, le DPI ne va pas améliorer la qualité des embryons. Un embryon qui n'est pas viable génétiquement restera non viable génétiquement. Un embryon viable restera viable même si on ne fait pas le DPI. Le DPI sert pour nous informer, pour nous dire la vérité sur la viabilité de cet embryon et pour nous aider soit à réfléchir. Je vous donne un cas typique. Une femme âgée de 42 ans qui a échoué 4 fois les traitements avec ses propres ovocytes en France, qui arrive chez nous avec une bonne AMH. AMH, c'est l'hormone qui indique la réserve ovarienne. Donc, imaginez qu'elle a encore 2,1 d'AMH. Et donc, elle nous demande est-ce que je dois essayer avec mes propres ovocytes à nouveau, ou peut-être est-ce que je devrais penser au don d'ovocytes? Ce qu'on va lui dire, c'est bon, madame, vous avez encore une bonne réserve ovarienne, on peut essayer. Donc, on fait une stimulation avec les ovocytes. Cette femme, nous obtenons, imaginons, 4 blastocystes et on va analyser génétiquement les blastocystes. Et finalement, on va voir si les embryons sont viables. Ça signifie que probablement, entre les embryons qu'elle a déjà transférés en France, il y avait aussi des embryons viables. Et peut-être que le problème est du côté endomètre, et donc il faut faire de la recherche aux facteurs utérins, aux facteurs immunitaires, etc., des infections, enfin. On va se concentrer nos efforts dans l'optimisation des conditions utérines. Par contre, si les embryons ne sont pas viables, on va dire, madame, c'est préférable de penser au don parce que ce n'est pas la peine de faire le transfert de ces embryons.
Je vous donne un exemple. Je me souviens d'une femme française célibataire qui est venue chez nous à l'âge de 42 ans pour faire son premier traitement de PMA. Elle a décidé d'avoir un enfant tout seul. Elle est arrivée ici avec une AMH de 3,4, quelque chose comme ça. C'était énorme, vraiment fantastique, vraiment pas habituel à l'âge de 42 ans. Et donc, nous avons fait la stimulation ovarienne. Résultat fantastique, 10 blastocystes très jolis au laboratoire. Et on a fait le DPI. Et parmi les 10 blastocystes, on n'avait aucun viable. Okay? Tous les blastocystes étaient porteurs d'anomalies génétiques. Donc, si cette femme n'avait pas fait le DPI, elle aurait fait minimum 5 transferts embryonnaires de 2 embryons à chaque fois, mais peut-être qu'elle avait commencé juste avec un, donc elle ferait au total 6 ou 7 transferts embryonnaires et toujours sans résultat, peut-être avec 2, 3 fausses couches, avec les conséquences émotionnelles, physiques, financières des fausses couches et tout ça. Donc avec le DPI, ça a démontré que voilà, que c'était pas possible et donc nous l'avons conseillé vers le double don. Okay? Donc ça c'est un exemple de l'intérêt de faire le DP. Donc oui, je suis complètement favorable au DPI. Si c'était moi qui décide, le DPI serait autorisé sans les limites qui existent actuellement. Mais encore une fois, je pense qu'il faut avoir un critère médical strict pour, bien sûr, je ne suis pas favorable à faire le DPI en 100% des cas. Non, c'est juste quand les informations peuvent être utiles pour les patientes. Maintenant, une question de Safietou Mané. Bonjour, dans le cadre d'une PMA avec don d'ovocytes, à quel moment commence le traitement pour la receveuse après acceptation du profil de la donneuse? En principe, ça sera tout de suite. Bon, ça dépend parce que imaginez que ça dépend tout d'abord du, du moment où la donneuse fera son traitement. Par exemple, si nous avons des ovocytes congelés de la donneuse, on peut créer les embryons tout de suite. Si c'est une donneuse qui va encore avoir ses règles, donc il faut attendre que la donneuse ait ses règles et elle fait la stimulation, etc. Et ça dépend aussi de l'organisation du traitement parce qu'on peut faire le traitement d'une façon synchronisée. Donc, on peut préparer l'utérus, la receveuse, en même temps qu'on fait la stimulation ovarienne de la donneuse, ou on peut faire les choses d'une façon différée. Donc, stimulation de la donneuse, obtention des ovocytes, fécondation des ovocytes, création des embryons, congélation des embryons, et ensuite démarre la préparation de la donneuse. Donc, ça dépend, c'est-à-dire sur le point de vue bureaucratique, c'est immédiat, donc on peut avancer dans l'immédiat, mais bien sûr, ensuite, il y a les limites biologiques, il faut attendre les règles de la donneuse, les règles de la receveuse et adapter le protocole. Parfois, il y a des femmes pour lesquelles il faut faire un protocole plus long parce qu'elles ont des myomes, il faut faire diminuer la taille des myomes. Il y a pas mal de choses qui peuvent arriver, donc mais sur, disons, un point de vue bureaucratique, à partir du moment où la donneuse est acceptée, ça ne dépend que des facteurs biologiques Alors, question et d'un techniques. spectateur, pardon, question d'un spectateur anonyme. Comment se compare Ferticentro en termes de plateau technique du point de vue médical et technologie de pointe, connaissances par rapport aux autres cliniques réputées, par exemple en Espagne? Ouais. Alors, c'est un peu difficile de le dire parce que je parle de notre propre clinique, mais je peux parler de ça d'une façon complètement objective. Euh, Sur un point de vue de technologie, nous sommes, je pense qu'il n'y a aucune technologie des plus développées que nous n'ayons pas. Nous avons, par exemple, nous avons été la première clinique au Portugal et une des premières au niveau européen à avoir l'embryoscope, l'incubateur de dernière génération. Nous avons aussi été les premiers au Portugal et aussi, même au niveau international,
à utiliser l'intelligence artificielle. Nous utilisons des systèmes de traçabilité des échantillons euh, que, qui s'appellent RI Witness. Ça signifie par exemple que quand tout le parcours du sperme et des ovocytes à l'intérieur de la clinique est contrôlé d'une façon automatique et donc on sait à tout moment où est-ce que les spermatozoïdes, les ovocytes, les embryons sont et qui a quelles sont les personnes qui ont placé l'embryon de l'incubateur A à l'incubateur B, au conteneur de congelé C, etc. Donc, tout est enregistré automatiquement. Donc, c'est-à-dire, au niveau technologique, sans aucun doute que je pense qu'il n'y a rien qu'on n'avait pas. Okay? Donc, c'est vraiment, nous sommes vraiment au top. Au niveau de la compétence technique, c'est encore plus confortable parce que notre clinique existe depuis plus de 21 ans. Nous avons nos médecins, ils ont travaillé soit au Portugal, soit à l'étranger. Nous avons des médecins qui ont travaillé au Portugal, en Danemark, en Israël, au Brésil, en Espagne, en France, en Belgique, enfin, dans des différentes phases de sa vie. Donc, il y a euh, au niveau aux États-Unis, c'est-à-dire en termes de préparation de l'équipe médicale et de laboratoire, sincèrement, nous sommes au top, même au niveau des technologies. Nous sommes certifiés internationalement, soit pour le DPI, soit pour la vitrification, etc. Donc, très sincèrement, je pense que les cliniques espagnoles sont aussi bonnes que nous, mais elles ne seront pas meilleures que nous. Ensuite, alors, de nouveau une question de Maëva. Dans votre clinique, nous pouvons avoir accès au, entre guillemets, catalogue des donneuses et donneurs, ou est-ce que votre personnel nous propose un profil basé sur des caractéristiques que nous avons données? Deuxième cas. Euh, Deuxième option, il y a un entretien avec une infirmière coordinatrice du programme de dons. Elle va vous présenter, bon, elle va tout d'abord vous poser des questions par rapport à ce que vous souhaitez comme donneur ou donneuse et basé dans ce que vous indiquez, elle va vous présenter une proposition à la fois. Okay? Donc, si vous acceptez le donneur ou la donneuse, parfait. Si vous n'acceptez pas, elle vous proposera un autre et un autre jusqu'au moment où vous l'acceptez. Si vous n'acceptez aucune proposition, vous êtes remboursé et nous n'avançons pas avec le traitement. C'est-à-dire, non, vous n'êtes pas obligé à avancer avec n'importe quel donneur. Question suivante, toujours d'un spectateur anonyme. Est-ce possible de prévoir un transfert sous anesthésie générale lorsque l'accès à l'utérus ne permet pas le passage sans douleur du matériel utilisé? Sans doute, ça arrive de temps en temps. C'est quelque chose que euh, spécialement Ferticentro est particulièrement spécialisé dans ce type de cas. Et oui, sans aucun doute. Il faut bien sûr parler de ça, discuter ça avec le gynécologue qui vous accompagne, mais oui, c'est quelque chose qu'on a fait pas mal de fois. Alors ensuite, encore une question d'un spectateur anonyme. Alors, pourquoi les cliniques garantissent des embryons de bonne qualité s'il y a de fortes chances qu'il y ait des anomalies génétiques? C'est presque logique. C'est la biologie. Alors, il y a des choses que nous pouvons contrôler et il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Donc, qu'est-ce que nous ne pouvons pas contrôler? La biologie. OK? Et donc, nous pouvons assurer qu'il y a une donneuse qui fera une stimulation ovarienne et nous pouvons assurer que nous sommes capables d'injecter les spermatozoïdes à l'intérieur des ovocytes, mais nous ne sommes pas capables, nous et aucune clinique du monde est capable d'assurer ce qui va se passer ensuite, c'est-à-dire le nombre d'embryons avec des caractéristiques morphologiques correctes. Qu'est-ce qu'on peut contrôler? On peut contrôler ce qu'on fait si ça arrive. Donc, c'est pour ça que nous avons des programmes de garantie, c'est-à-dire
par exemple, dans le protocole avec les cigognes de l'espoir, nous garantissons 2 embryons de très bonne qualité, c'est-à-dire 2 blastocystes de qualité parfaite. Quand nous n'avons pas, imaginez qu'on fait le traitement et nous n'avons qu'un seul blastocyste. Ça signifie que vous aurez le droit à autant de données que nécessaire pour attendre la garantie. Et selon la loi portugaise, à partir du moment où, où le spermatozoïde entre à l'intérieur de l'ovocyte, un embryon est formé et cet embryon appartient au patient. C'est-à-dire, imaginez qu'on fait un traitement et nous avons un blastocyste. Ensuite, vous ne tombez pas enceinte, on va partir pour une autre donneuse et nous obtenons 5 blastocystes. Les 5 appartiennent aux patientes. Okay? C'est la loi et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on ne peut pas garantir une grossesse, malheureusement, c'est la biologie. Ce qu'on peut contrôler est d'assurer un certain nombre des embryons avec le meilleur pronostic possible. Et donc, c'est en fonction de ça que nous présentons nos propositions. Alors, question encore, toujours d'un spectateur anonyme. Bonjour, en moyenne, combien de transferts d'embryons liés à un don d'ovocytes sont nécessaires pour obtenir une grossesse sans fausse couche pendant le premier trimestre et combien de transferts d'embryons maximum pour que cela fonctionne? C'est toute la question du taux de réussite, hein. Oui, c'est ça. Alors, on peut penser à nouveau au graphique que j'ai montré des États-Unis. Okay? Ce sont les statistiques d'un pays énorme qui a, je ne sais pas combien, mais 200 000 quelque chose, cycles de PMA, et on voit que les pourcentages de réussite sont entre 60 et 70%. Et c'est la même chose dans tout le monde, Australie, États-Unis, Asie, Europe, c'est la même chose dans tout le monde. Pas en Pourquoi? France, Parce que je précise, oui, hein, quand même pas en France, puisque les chiffres officiels de l'Agence de biomédecine en France, les derniers sortis, sont un taux de réussite de 27%. oui. Mais ça arrive, il y a une explication pour ça. Parce que les donneurs en France peuvent avoir jusqu'à 37 ans, parce qu'ils partagent des ovocytes, la même donneuse donne pour plusieurs personnes. Et donc, mais si c'était toujours la même donneuse, si c'était des femmes âgées moins de 34 ans, sincèrement, les taux de réussite seraient pareils. Parce que la France a des excellents centres de PMA, des excellents médecins. Donc, et donc, en principe, c'est jouer avec la statistique. C'est une question de chance. On sait qu'avec un taux de réussite de 60%, après 3 transferts embryonnaires, on a une probabilité cumulée de 93%, sauf erreur. C'est toute une question. Mais c'est toujours 60%. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'imaginez qu'on commence avec 100 patientes. On fait un transfert, 60 tombent enceintes, 40 ne tombent pas enceintes. On transfère un deuxième embryon aux 40 qui ne tombent pas enceintes. 24 tombent enceintes, 16 ne tombent pas enceintes. On transfère un troisième embryon aux 16 qui ne tombent pas enceintes. 9 tomberont enceintes, 7 ne tomberont pas enceintes. Donc, après 3 embryons, on a déjà 93%. Mais bien sûr, c'était toujours 60%. Okay? Donc, les chiffres sont très faciles à manipuler. On voit souvent dans les sites d'Internet des cliniques qui présentent des taux de réussite de 98%, etc. C'est que ça, de jouer avec les chiffres. Mais ce qu'on voit toujours dans toutes les statistiques officielles qui sont c'est qu'un compte, parce qu'ici aux États-Unis, on n'a pas il n'a pas une sélection des patients avec un meilleur prognostic pour présenter la statistique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la population totale. C'est les patients qui ont fait le traitement dans un certain an et tout simplement ça. Donc, c'est toujours 60 à 70%, dépendant des certains facteurs. Alors, à nouveau, une question de Jessica. Est-il possible que la donneuse n'ait pas nos coordonnées si nous ne souhaitons pas que la donneuse contacte notre enfant à 18 ans?
La donneuse ne pourra jamais contacter l'enfant. C'est interdit, c'est même si quelqu'un partage les contacts des patientes avec la donneuse, il y a une peine de prison pour ça, c'est complètement interdit. Vous pouvez être rassuré par rapport à ça. C'est la même chose en France, hein. Autre question de Jessica, quel traitement la receveuse doit prendre avant le don? Là, j'imagine qu'il y a plusieurs cas en fonction de Il y chacun. a, il y a plusieurs protocoles. Il y a le cycle naturel, duquel on a déjà parlé, et ensuite il y a les cycles artificiels. Ça dépend du profil hormonal de chaque femme, ça dépend de l'âge de chaque femme, s'il y a d'autres choses à concerner. En principe, ce sont des estrogènes pour faire grandir l'endomètre et de la progestérone après le transfert embryonnaire. Et ça sera ajouté par d'autres types de médicaments selon l'existence des risques immunitaires, s'il est nécessaire de bloquer les hormones naturelles. Ça dépend vraiment beaucoup. Ça change d'une femme à l'autre, mais c'est un protocole assez simple pour la receveuse. Ensuite, de nouveau, question d'un spectateur anonyme. Si les embryons proposés sont de bonne qualité, alors pourquoi les fausses couches seraient dues à une mauvaise qualité d'embryon à 70%? Sur quels critères vous vous basez pour déterminer qu'un embryon est de bonne qualité? La seule manière de le savoir est à travers du DPI, du test génétique des embryons. Donc, quand je parle de 70% de fausses couches de cause embryonnaire, c'est la statistique. Okay? Donc, on sait statistiquement que dans les fausses couches du premier trimestre, dans 70% des cas, n'importe quelle origine c'est une statistique générale, mais pas spécifique pour le don d'embryon. Mais d'une façon générale, 70% des fausses couches du premier trimestre ont une cause embryonnaire. Euh, Comment est-ce qu'on peut savoir si l'embryon a une bonne qualité embryonnaire? Avec le DP. Il n'y a pas une autre manière de le faire. C'est par exemple un des cas dans lequel, par exemple, si c'était un cas chez notre clinique et on avait par exemple 4 embryons, après 2 fausses couches, sans doute qu'on aurait demandé une autorisation pour faire le DPI aux embryons restants avant d'avancer avec le transfert embryonnaire. Mais dans le cadre, comme vous ne faites pas des DPI pour chaque embryon, Mhm. dans le cadre où il n'y a pas de fausse couche, comment vous déterminez la première fois, j'allais dire, ceux que vous appelez les bons embryons à transférer? Je pense que c'est aussi la Euh, question. il y a, les embryons peuvent être évalués de 2 manières différentes. Donc, bon, en fait, plusieurs manières différentes. Soit on fait l'évaluation des embryons routinière au laboratoire, par exemple, et dans notre clinique, comme on fait la culture dans l'embryoscope avec la technologie Video Time Lapse, on voit toutes les divisions cellulaires, on voit l'évolution des embryons à partir du moment où ils sont fécondés jusqu'à quelques minutes avant le transfert embryonnaire. Et les images de cette évolution, nous avons des algorithmes d'intelligence artificielle qui nous aide à évaluer, à classifier la viabilité de ces embryons. Et donc, bien sûr, ça n'est pas la même chose que le DPI. Le DPI est beaucoup plus informatif, mais ça nous aide déjà à avoir une idée sur la viabilité des embryons. Donc, c'est-à-dire, avant d'arriver à d'arriver, et donc, quand l'embryon arrive à J5, on peut congeler l'embryon ou faire le transfert de cet embryon vers l'utérus. Mais le facteur qui détermine si on va écarter l'embryon ou congeler ou faire le transfert de cet embryon, c'est cette évaluation avec l'intelligence artificielle et le vidéo time-lapse. Okay? Ça, c'est comme ça que nous évaluons les embryons avant de pouvoir dire qu'ils sont viables, qu'ils ont un bon pronostic. Ensuite, dans une deuxième étage, on peut, pour les embryons qui arrivent, qui passent cette première étape de sélection, on peut faire le DPI. Et donc, si c'est avec les ovocytes, la femme, après 2 fausses couches, l'âge n'importe plus, on a toujours le droit de faire le DPI.
Si la femme n'a pas de fausse couche, à partir des 39 ans, on le fait toujours. Si c'est un don d'ovocytes, nous sommes obligés à demander une autorisation spéciale pour faire le DPI, mais ça, c'est un des cas dans lesquels nous le demanderions. On peut, parce que ce sont deux fausses couches. Si c'était deux négatifs, peut-être ça serait différent, mais deux fausses couches, c'est très associé à des effets à des causes génétiques. Et voilà. Autre question. Alors, selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer l'arrêt d'une grossesse après 3 mois, donc 16 semaines de SA, suite à un double don en France? Merci. Question plutôt gynéco, mais suite à un transfert, j'en profite pour poser la question. Merci de votre réponse. C'est vrai que c'est peut-être plus technique gynécologique, mais vous pouvez peut-être donner quelques idées ou quelques pistes. Arrêt d'une Mais grossesse après 16 semaines suite à un double don. alors, à 16 semaines, nous sommes déjà dans le deuxième trimestre de la grossesse. Et dans cette phase-là, les causes plus habituelles, ce sont des infections, des problèmes structurels au niveau de l'utérus. Ce sont les causes plus habituelles sont des causes obstétriques, c'est-à-dire ça n'est plus habituellement un problème du côté embryonnaire, c'est plutôt quelque chose du côté obstétrique de la femme, associé la majorité des cas à des infections, mais il y a d'autres choses qui peuvent arriver pendant la grossesse. Donc, je dirais que ce type de cas ne sont plus dans le domaine de la PMA, ça c'est plutôt dans le domaine de l'obstétrique. Parce que à partir du deuxième trimestre, en principe, euh, en ce qui concerne la PMA, le procès, c'est pas terminé parce que c'est jamais terminé, mais en principe, les causes sont plutôt autres que les causes embryonnaires. Question d'Audrey, à nouveau. Peut-on détecter une trisomie 21 au niveau du blastocyste? Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on fait le DPI. C'est en fait l'altération chromosomique la plus fréquente chez les humains. Autre question, peut-on prendre l'avion tout de suite après le transfert d'embryon? Oui. Alors, il y a des études qui ont été faites parce qu'au passé, on avait un peu le concern de qu'il faut rester 2, 3 jours au lit après le transfert embryonnaire. Selon toutes les études qui ont été faites, ça, c'est pas nécessaire. Bien sûr, nous conseillons les patientes à éviter des efforts physiques significatifs et à faire une vie saine comme si elles étaient déjà enceintes. Rien de spécial, c'est juste une vie normale, évitant des efforts physiques. Question de Luanda, à nouveau. Suite à un premier échec de transfert, vaut-il mieux mettre 2 embryons plutôt qu'un au deuxième transfert? Question Bon, difficile. question difficile parce que ça dépend beaucoup de chaque cas. Il y a, bon, nous conseillons toujours un. OK? C'est jamais notre recommandation de mettre deux. Euh, Parfois, les patientes font un peu de pression pour le transfert de 2 embryons, surtout après des échecs, et je comprends pourquoi, même pour des raisons financières, logistiques, etc. Mais il faut l'évaluer. Si l'utérus est petit, nous ne le ferons pas s'il y a un souci, par exemple un myome, quelque chose comme ça, quelque chose euh, qui peut déranger la grossesse, nous ne le conseillerons pas. Si tout est bien, si on ne voit pas de cause évidente, on peut essayer. C'est toujours à discuter avec le médecin. On ne ferme pas la porte, mais il faut l'évaluer individuellement. Ensuite, spectateur anonyme, pour un don d'ovocytes, combien de fois doit-on venir sur place au sein de la clinique? 2 fois. Première fois pour congeler le sperme. Si vous venez ensemble, on peut profiter pour faire une évaluation déjà à la patiente pour faire une échographie, pour l'examen gynécologique, aussi pour
que vous puissiez connaître les médecins, les infirmières, les coordinatrices, tout ça. Deuxième voyage pour le transfert embryonnaire, parce qu'on reste avec le sperme. Ensuite, on va vous proposer une donneuse, vous l'accepterez éventuellement. On va créer les embryons, on va avoir des blastocystes. Et donc, avant que vous sortez de la France, vous êtes déjà informé sur combien d'embryons est-ce que vous avez ici, combien d'embryons vous attendent ici. Et donc, vous voyagez déjà avec cette certitude. Et donc, vous arrivez ici à la veille du transfert embryonnaire. On fait une nouvelle évaluation pour confirmer que tout est bien. Transfert le jour suivant et vous pouvez partir le lendemain. Donc, à la limite, vous pouvez même faire un aller-retour le même jour pour congeler le sperme et ensuite vous restez ici pendant 2 nuits pour le transfert embryonnaire. Bien sûr, vous pouvez aussi faire un aller-retour le même jour, mais ce n'est pas quelque chose que nous recommandons. Donc, en principe, 2 voyages, une nuit la première fois, 2 nuits la deuxième fois, et ça sera tranquille et tout se passera doucement. Pour des raisons de disponibilité, il y a des gens qui ne peuvent pas toujours faire de voyage. Est-ce qu'il y a une possibilité, comme beaucoup de cliniques le proposent, de le faire en un seul Oui, voyage? bien sûr. On peut faire le traitement dans un seul voyage, mais dans ce cas, il faut prévoir à peu près une semaine sur place parce que on va féconder les ovocytes, faire le développement des embryons jusqu'au stade blastocyste, donc ça signifie J5 ou J6. Donc, il faut prévoir 6 jours pour avoir une petite marge d'erreur et c'est ça. Mais les deux forfaits, de toute façon, tout compris, Oui, sont proposés aux membres de exactement. l'association. C'est toute une question d'organisation et de logistique. Voilà, et de disponibilité, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas toujours la possibilité de faire les Oui. deux voyages. Oui. Spectateur anonyme, comment la receveuse peut-elle préparer au mieux son utérus endomètre pour qu'il soit en bonne santé pour un taux de réussite optimal? Faire une vie saine et suivre soigneusement les indications des médecins. Et surtout, ça c'est un conseil important. Par exemple, il y a des patientes qui, même parfois sans nous dire, qui suivent les indications d'autres médecins, d'autres thérapeutes, etc. Il faut que nous soyons toujours informés. On a tout le plaisir d'échanger avec nos collègues en France, même avec des thérapeutes, etc. Mais surtout, il faut que nous soyons informés de tout ce qui se passe. Donc, pour le reste, faire une vie saine et suivre les indications. Malheureusement, c'est pas dans vos mains de, il y a très peu de choses qui peuvent être faites pour améliorer les chances de réussite. Donc, c'est à nous de le faire. Question de Fabienne. Dans le cadre d'un accueil d'embryon, quel est l'âge moyen de la femme? Quels sont l'âge moyen des femmes qui viennent pour un don d'embryon? Euh, Typiquement, ce sont des femmes célibataires, donc maman solo, qui ont peut-être un âge supérieur à 42 ans et inférieur à 50 ans. C'est la limite légale. Question de Seti Bencheida. Bonjour. Alors, c'est moi qui vais répondre. Sera-t-il possible de recevoir l'enregistrement du webinaire? Mon compagnon n'a pas pu se libérer. Il sera mis en ligne, bien sûr, sur tous les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, mais aussi sur sur YouTube. Vous allez vraiment le trouver sur tous les réseaux et peut-être que la clinique a aussi des endroits où elle diffuse les webinaires, on pourra bien sûr l'envoyer, bien sûr. Mhm. Ensuite, question anonyme, si on a déjà eu recours à un don d'ovocytes et que cela n'a pas été une réussite, les chances que les embryons restants congelés sont-elles minimes ou non, du fait d'être Non, congelés? Ah, ça dépend non, où. non, non. Non, non, pas du tout. En fait, ça arrive, c'est ce que je vais montrer il y a quelques instants. De- on peut, on sait que statistiquement, 40% à peu près des embryons ne seront pas viables. Euh, et donc, et parfois, ça n'est pas évident. On voit, par exemple, dans les traitements avec des pays,
on voit des embryons qui apparemment semblent très bien, mais que dans l'analyse génétique, on trouve des altérations importantes. Donc, peut-être que vous avez eu la malchance de tomber dans les 40% initiales et peut-être que les embryons de bonne qualité sont dans les 60%. J'ai énormément de cas de patientes qui ont tombé enceintes avec le deuxième, le troisième, le quatrième embryon. Je me souviens d'une patiente, c'est curieux ce cas, une patiente française qui avait fait un traitement. Nous avons obtenu 9 embryons. Et elle a eu soit des échecs, soit des fausses couches avec les premiers 8 embryons. Et elle n'avait aucun espoir sur le 9e embryon. Et donc, on a tout planifié pour un deuxième traitement. Elle avait déjà les ordonnances, elle avait déjà choisi une nouvelle donneuse, etc. Et nous l'avons dit, mais madame, on n'a pas le droit de créer des nouveaux embryons avant le transfert de celui-ci. Donc, elle a dit, bon, OK, donc on fait ce transfert juste pour préparer pour le prochain cycle. Et donc, elle est venue, elle a reçu le transfert embryonnaire, elle a tombé enceinte du 9e embryon. Elle disait que c'était l'embryon pourri. Et ensuite, c'était il y a 5, 6 ans, et elle nous a envoyé déjà pas mal de photos de l'embryon pourri, qui maintenant est un très beau garçon, qui est énorme, etc. Et donc, voilà, ça arrive quand même. Donc, c'est vraiment, il y a des facteurs que nous ne contrôlons pas. Et bien sûr, nous avons beaucoup optimisé, nous avons fait d'autres choses pour aider au transfert embryonnaire et peut-être que c'était ça qui a fait la différence. Question, ça c'est quelque chose qui revient aussi souvent. Quel intérêt selon vous de payer des tests de compatibilité génétique supplémentaires? Car certains Alors, centres proposent plusieurs niveaux de tests. Dans quel cas sont-ils recommandés et utiles? alors, ça, pour expliquer qu'est-ce que sont ce type de tests. Moi, Philippe, vous que nous écoutez, nous sommes tous porteurs des maladies génétiques récessives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des maladies qui ne nous affectent pas, mais qui nous pouvons transmettre à notre descendance. Euh, et quel est le risque? Donc, si j'ai un enfant avec une femme qui est porteuse des mêmes maladies génétiques récessives que moi, on aura 25% de probabilité d'avoir un enfant affecté par cette maladie. Quand on fait les bilans de maladies récessives, on va exclure ce risque. On sait que statistiquement, de 2 à 5% des patientes, on a les deux éléments du couple sont porteurs de maladies dans les mêmes gènes, okay, des maladies récessives. Mais on n'a que 25% d'enfants affectés. Donc, 25% de 2%, ça correspond à 0,5%. Donc, la probabilité est quand même basse, mais bien sûr, au début, si vous souhaitez, une fois que vous faites déjà recours à un donneur, à une donneuse d'ovocytes, et si vous souhaitez exclure ce type de risque de l'équation, disons, vous pouvez exclure des ensembles de 500 dans notre clinique, c'est comme ça. On peut même arriver à 2200 maladies et on peut exclure 2200 maladies génétiques, ce qui correspond à plus de 50 000 variantes pathogéniques. Okay? Donc, ça c'est énorme, mais il y a quand même 4000 maladies génétiques connues et centaines de milliers de variantes pathogéniques ou probablement pathogéniques. Donc, pour ça, ce que je peux dire, c'est que c'est, je conseille, euh, initialement, nous ne recommandons pas ce type de test, mais il y a une recommandation de la Société américaine de reproduction, pardon, de la société,
le Collège américain d'obstétrique et gynécologie, ils ont recommandé la réalisation de ce type de test. Et donc, nous avons commencé à présenter ce type de test comme optionnel pour les patientes. Donc, si les patientes le souhaitent, on peut le faire. C'est toute une question voilà, de prendre le risque. C'est vrai que quand on connaît quelqu'un, une personne spécialement dans un bar, on ne va pas lui demander quelles sont les maladies desquelles tu es porteuse et moi, bon, c'est bon, on continue à converser. Non, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie, mais comme de temps en temps, on voit qu'à chaque moment, le nombre de personnes qui nous demandent ce type de test augmente et c'est vrai que ça augmente beaucoup la sécurité de, de ce type de traitement. Donc, c'est quelque chose que nous recommandons, sachant qu'il est aussi possible, c'est pas obligatoire. Donc, si vous dites on laisse la nature faire son rôle, on le laisse, ok? Le risque est quand même faible. Alors, autre question, est-ce que votre clinique travaille 7 jours sur 7? Oui, nous travaillons 7 jours sur 7, mais ça ne signifie que nous pouvons faire, nous avons des rendez-vous 7 jours sur 7. Par exemple, pendant les week-ends, on ne fait que les procédures. Si le transfert embryonnaire ou la fonction ovarienne tombe sur un samedi ou un dimanche ou un jour férié, on le fera 7 jours sur 7. Euh, mais par exemple, si vous souhaitez avoir un rendez-vous avec un médecin, ça ne sera disponible que de lundi à vendredi. Alors, autre question, peut-on conduire un long trajet suite à un transfert ou est-il recommandé de se reposer au moins une journée? C'est un peu ce que nous avons déjà discuté. Il faut éviter des efforts physiques significatifs. Donc, je me souviens d'une patiente pendant le Covid, pendant la pandémie, et elle est venue, elle et son mari, ils sont venus en voiture depuis Paris vers le Portugal parce qu'ils avaient peur de voyager en avion. C'était déjà quand les frontières ont été ouvertes dans les premières semaines. Donc, ils ont pris la décision de venir en voiture et ils ont reçu le transfert embryonnaire. Ils sont immédiatement, ils ont reparti en France aussi en voiture. Et donc, voilà. Et elle a tombé enceinte. Déjà moi. Oui, tant mieux. Encore une question, est-ce que les traitements hormonaux lors de FIV augmentent le risque de développer un cancer plus tard? C'est une question qui nous arrive souvent. Est-ce qu'on a assez de recul là-dessus? Alors, selon toutes les études qui ont été faites jusqu'à présent, non. OK? On a vu même relativement récemment, une autre étude a été publiée et pour l'instant, on n'a aucune indication dans ce sens. Il y a le seul médicament qui est lié à une augmentation de risque, c'est le clomid, le clamifène, mais seulement si vous l'utilisez pendant plus de 12 mois consécutifs, ce qui est énorme. Donc, sauf pour ce type de cas, il n'existe pas d'association entre la stimulation ovarienne ou ce type d'hormone et le cancer. C'est rassurant. Alors, toujours question d'un spectateur anonyme. Quand vous dites que le DPI est réalisé à partir de 39 ans, c'est bien pour les femmes qui font une FIV avec leurs propres ovocytes. Pour le Oui, don, il faut quand même une autorisation spéciale sur critères médicaux. Est-ce bien cela? tout à fait. C'est exactement ça. Voilà, donc je dois venir aussi vous parler des questions d'Audrey, parce que Audrey Astrid m'a envoyé des questions par email. Et je Ah, pense qu'on a quand même répondu à tout, mais comme je n'ai pas mentionné son nom, elle doit se dire, il m'a oublié. Non, non, Audrey ou Astrid, je ne vous ai pas oublié. Donc, les questions, c'était comment accompagner la mère dans la grossesse avec le don d'ovocytes, à quel moment en parler à ses proches. J'ai déjà répondu, le mieux est d'aller voir effectivement toutes les conférences avec les différents thérapeutes, psychologues et autres que nous avons fait, que vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook. Que transmet la mère pendant la période de gestation à l'enfant? On en a parlé au début avec l'épigénétique.
Est-il préférable de transférer 2 embryons ou un seul pour un premier transfert? On vient aussi de répondre à la question. Donc, Audrey ou Astrid, je ne sais pas quel est le prénom, on a donc répondu à vos questions. J'ai une dernière question de Maëva, qui en a déjà posé plusieurs. Mhm. J'ai 45 ans, suivi au Danemark du moins jusqu'à 46 ans. Acceptez-vous de me suivre pour un transfert d'embryon venant du Danemark issu d'un double don? Bien J'imagine sûr, qu'il faut bien sûr. transférer l'embryon du Danemark Mhm. vers le Oui. Portugal. Alors, il faut peut-être expliquer un petit peu qu'il y a des formalités pour ça. Mhm. Oui, alors, la réponse est oui, bien sûr. En fait, le limitage en Danemark est de 46 ans et donc nous recevons énormément d'embryons parvenus de la Danemark exactement pour cette raison. Euh, il faut que vous nous envoyiez un email indiquant quelle est la clinique où les embryons sont gardés et en fait, on se met en contact avec la clinique qui a les embryons. Il y a des procédures à suivre, mais c'est quelque chose qu'on fait littéralement tous les mois. Nous recevons des embryons depuis la Danemark tous les mois parce que exactement à cause de ce problème de limitage. Et donc, aucun souci à ce niveau. Il va falloir, sauf il y a seulement un éventuel problème. Si vos embryons ont été créés avec les cellules d'un donneur ou une donneuse anonyme, nous n'aurons pas le droit de les recevoir ici. Okay? C'est le seul constraint. Si ça c'est le cas, il faut peut-être aller à la République tchèque ou en Espagne éventuellement. Mais si les embryons, si les donneurs ne sont pas anonymes, on n'aura aucun problème. Bien, ben, nous voilà arrivés un petit peu au terme de ce marathon. Le challenge a été réussi. Vous avez répondu à plus de 50 questions, docteur. C'est bien. Merci, écoutez. Avant qu'on se quitte, et peut-être pouvez-vous donner quelques informations pour vous contacter, enfin pour contacter la clinique si les gens sont intéressés. Bon, merci Philippe. Bon, tout d'abord, merci à tous que nous avons écoutés pendant presque 2 heures. C'était un plaisir pour moi. Euh, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous envoyer un email à info@ferticentro.pt et nous aurons tout plaisir d'organiser un rendez-vous avec une de nos coordinatrices. Ensuite, un rendez-vous médical, bien sûr. Moi, je suis personnellement à votre disposition aussi. Donc, n'hésitez pas de me contacter si vous avez d'autres questions. Surtout, je vous souhaite à tous bonne chance pour vos traitements si vous êtes en train de faire des traitements. Euh, nous aurons chez Ferticentro un autre webinaire d'ici à 10 jours avec le professeur Turgal, notre directeur clinique. Elle va faire une présentation. Ensuite, bon, ça sera dans les réseaux sociaux, le bien. Et, et, et bon, et c'est ça. Merci encore une fois. Merci Philippe pour J'ai encore l'invitation. 2 questions pour vous, docteur, parce que je sais que vous savez que nous organisons quand même des réunions ou des moments où on peut se rencontrer. Mhm. Serez-vous à l'événement Wish for a Baby à Paris le troisième week-end de septembre? Je sais que la clinique y sera, mais est-ce que vous y serez? Puisque nous Euh, aurons un stand sur place, l'association. J'essaierai d'être là, oui. D'accord. Donc, dans tous les cas, il y aura 1 ou 2 personnes de la clinique à Wish for a Oui, sans Baby. doute. Oui, Et oui, oui, nous, sans doute. l'association, nous aurons aussi un stand et nous pourrons effectivement recevoir les gens qui veulent nous voir. Également, nous organisons une réunion, vous l'avez lu sans doute, le 10 octobre. C'est un jeudi de 16 heures à 20 heures, puisqu'après, nous présentons une des rares pièces sur le don d'ovocytes que nous allons jouer dans une salle de 300 personnes, mais auparavant, qui a eu un gros succès, auparavant, nous organisons une réunion pour les gens qui veulent rencontrer bien sûr, nos cliniques partenaires. Donc, est-ce que vous serez ce jour-là, le 10 octobre, à Lyon? Bon, c'est mon anniversaire et Ah, donc c'est pour cette raison que en principe, je ne pourrais pas y aller parce que j'ai des choses prévues au niveau
familiale. Mais la clinique Mais sera présente ce oui, la jour-là clinique sans doute, oui, et la clinique sera participera au présente. débat parce qu'après le spectacle, il va y avoir un débat, un grand débat avec plusieurs spécialistes français de la PMA, les responsables de ces causes, va y avoir des thérapeutes, bien sûr, et bien sûr les cliniques partenaires. Donc je pense qu'il y aura bien quelqu'un pour participer également au débat dans Oui, la salle et même des élus sans doute pour discuter du don d'ovocytes. j'ai j'essaierai d'être présente moi-même. C'est dommage la date, mais sinon, on aura sûrement quelqu'un de notre clinique qui sera là, volontiers. Et de toute façon, il y aura d'autres occasions puisque nous allons faire tourner la pièce de théâtre dans toute la France, dans toutes les métropoles. Mhm, Et à chaque fois, nous allons organiser un débat après la pièce de théâtre et des réunions avec les cliniques avant la pièce de théâtre. Et on a prévu mhm, une douzaine de grandes villes en France où nous allons co-distribuer ce spectacle. mhm. À nouveau, il y a OK, très quelqu'un bien. qui me demande les coordonnées de la clinique. Donc, je pense que la personne s'appelle Jas. Elle n'a peut-être pas très bien entendu ou elle n'a pas vu. Donc, si vous pouvez répéter le nom de Euh, la clinique et comment la contacter. Oui, donc c'est la clinique Ferticentro au Portugal, www.ferticentro.pt et vous pouvez nous envoyer un email à info@ferticentro.pt. info@ferticentro.pt. Donc, encore merci, hein, docteur, d'avoir consacré ces 2 heures. Je précise en même temps pour les gens qui nous regardent, d'autant plus que vous êtes un jeune papa d'une petite fille qui a maintenant seulement 11 ans. Donc, vous 11 allez jours, 11 11 jours. jours, 11 jours, oui, 11 jours, pardon, vous allez donc aller retrouver votre petite fille et la maman. Bon, Donc, merci. merci à tous. Pour contacter l'association, bah, toujours contact@lescigognesdelespoir.com, tout attaché. Et bien sûr, le site internet, le forum, les réseaux sociaux et bien sûr les différentes réunions où on pourra se rencontrer. Merci à tous et à très bientôt. À Au très bientôt, revoir. Philippe. Merci. Au revoir.